Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Ndeye Saly Diop Dieng, ex-ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance, est rentrée chez elle après son audition devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. Entre 2023 et 2024, au moins 616 milliards de francs CFA issus du secteur extractif ont été 570 milliards ont été reversés dans le budget de l'État selon l'ITE. La structure et les députés réfléchissent sur les voies et moyens d'une redistribution des ressources aux collectivités territoriales. Licenciement d'un enseignant au centre sectoriel de la formation professionnelle, le syndicat de la formation professionnelle et technique crie au scandale et réclame le départ du directeur général. Et puis en sport, nous allons faire le tour des championnats à l'étranger pour prendre les nouvelles de nos Lions. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, à cette information, Ndeye Saly Diop Dieng, ancien ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance, est rentré chez elle après donc son audition devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Ndeye Saly Diop Dieng a été placée sous contrôle judiciaire. D'après nos informations, elle a également cautionné 52 millions de francs CFA en attendant la suite de l'affaire. Une autre affaire également pendante devant la justice, il s'agit donc des frères de Farba Ngom qui ont été donc placés également sous bracelet électronique après avoir été placés sous mandat de dépôt. L'un de ses frères avait été arrêté récemment dans un atelier de tailleur, puis conduit chez lui. Il a été placé sous mandat de dépôt. Cette fois-ci, il va recouvrer la liberté. Il a été donc placé sous bracelet électronique. La saga Farba Ngom dans l'affaire dite désormais l'affaire des 125 milliards de francs CFA se poursuit. Le député maire des Agnam de son côté reste en prison. Ses avocats s'activent, tout comme les avocats de Tahirou Sarr, pour déposer une demande de mise en liberté provisoire. Farba Ngom, dont on vous le rappelle, le juge d'instruction avait accédé à une demande pour donc qu'on puisse évaluer son état de santé. Anta Babacar Ngom acte son divorce avec le Front pour la défense de la démocratie et la République. Le député estime qu'il s'agit d'une décision mûrement réfléchie. Son parti veut bâtir une force politique rigoureuse et fidèle à ses principes. Anta Babacar Ngom a lancé une réunion avec les responsables de son parti Alternative pour la relève citoyenne ce mercredi. C'est pour décider de la participation ou non au dialogue national. Anta Babacar Ngom est interrogé par Boubacar Falbop. En accord avec les instances nationales du parti, nous avons décidé de nous retirer du FDR afin de tracer notre propre chemin. Ce choix est fondé sur notre volonté de rester nous-mêmes et de continuer à construire pas à pas une force politique distincte, sérieuse, utile et profondément enracinée dans les attentes populaires. Sur la question du dialogue national, il est important de noter que nous accusons bonne réception des termes de référence. Cependant, la décision de participer au dialogue national n'a pas encore été prise. Les instances nationales du parti vont se réunir mercredi prochain et notre position sera largement partagée. Redistribution des ressources tirées du secteur extractif. L'ITE et les députés plaident pour les collectivités territoriales. L'objectif est donc de trouver des voies et moyens afin de permettre aux communes de tirer profit de l'exploitation des activités du secteur extractif. Pour rappel,
Entre 2023 et 2024, le secteur extractif a généré au moins 616 milliards de francs CFA, dont au moins 571 milliards ont été versés dans les caisses de l'État. Satou Diba et Mafalfal. Une contribution globale de 380 milliards de francs CFA a été mobilisée, un résultat positif issu de la collaboration entre le gouvernement du Sénégal et les entreprises. Déjà pour 2023, nous avons pu regrouper une contribution globale de 380 milliards, dont 346 qui sont directement entrés dans le budget de l'État, mais également pour le premier semestre de 2024, nous avons pu obtenir 236 milliards, dont 225 dans le budget de l'État. Donc vous voyez que d'année en année, la contribution du secteur, par exemple, augmente au fur et à mesure. Et donc ça, c'est le résultat entre véritablement l'État du Sénégal, les entreprises, mais également la société civile. En perspective surtout de la validation du Sénégal qui va intervenir à partir de juillet 2025. L'objectif de cet atelier avec les parlementaires est de porter la plaidoirie des collectivités territoriales qui n'ont jamais reçu de fonds sous l'ancien régime. Mais on se rend compte que dans les années précédentes, l'État du Sénégal prélevait la part qui devait alimenter ces fonds-là, mais ne les reversait pas aux collectivités territoriales. Nous avons fait le plaidoyer auprès des autorités qui ont pu au moins faire ressortir deux arrêtés. L'arrêté de 2021, mais également l'arrêté de 2022. L'un, c'est-à-dire a montré une contribution de 7 milliards, mais l'autre une contribution de 8 milliards. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus auprès du Parlement, auprès également de la Commission précisément, pour pouvoir porter l'attention des parlementaires pour qu'au moins le plaidoyer soit fait au niveau des ministres, surtout le ministre des Finances. Le président de la Commission énergie et ressources minérales à l'Assemblée nationale se réjouit de cette rencontre. Il estime que c'est à l'État du Sénégal de mettre en place les mécanismes nécessaires pour que les entreprises minières aient un véritable impact dans les localités. Les entreprises minières ne sont pas là pour nous construire des écoles ou des hôpitaux. Les entreprises minières ne sont pas là pour développer le Sénégal. C'est à l'État du Sénégal de développer le Sénégal. C'est à l'État du Sénégal de construire des hôpitaux, de construire des écoles, de construire des stades. Mais l'État du Sénégal doit mettre les mécanismes qu'il faut pour qu'une entreprise minière qui s'installe dans une localité, en tout cas, puisse impacter positivement. À travers quoi? Les fonds de précaution. À travers quoi? Les FADL. À travers quoi? RSE. À travers quoi? Contenu local. Si toutefois ils sont effectivement pratiqués, appliqués en tout cas comme il le faut, les collectivités territoriales verront leur compte dans l'exploitation des mines. Je m'explique, si on dit qu'il y a 7 milliards et 8 milliards qui constituent des fonds de précaution destinés aux collectivités territoriales, mais jusqu'à présent n'ont pas été reversés, ça pose problème. Cette rencontre marque une avancée significative dans la gouvernance du secteur extractif au Sénégal. Elle met en lumière la volonté des parties prenantes, gouvernement, société civile et entreprises de promouvoir plus de transparence et de justice dans la répartition des ressources. Le syndicat de la formation professionnelle et technique dénonce le licenciement d'un enseignant du centre. Ses membres réclament le départ du directeur du centre sectoriel de la formation professionnelle. Il l'accuse de mauvaise gestion. Amar Khan est secrétaire général du syndicat de la formation professionnelle et technique. Il est au micro de Babacar Seck. Aujourd'hui, il est temps que le paradigme change. Le dictat ne peut plus passer. On ne peut pas chercher du travail pour certains et qu'on ait à licencier pour des fautes fallacieuses. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes mobilisés plus que jamais à faire valoir nos droits. Nos droits, c'est le droit au travail. Et ce droit au travail, aujourd'hui, a été sacrifié sous l'autel d'ambition personnelle du directeur que nous dénonçons. Aujourd'hui, ce que nous réclamons réellement, c'est qu'il y a un licenciement de fait basé sur aucune preuve juridique, mais sur seulement la volonté d'un homme. Que la personne qui a été, à savoir M. Savaret, qui a été licencié, soit rétablie dans ses droits. Mais en sus,
nous demandons à l'autorité de prendre toutes les dispositions pour que le directeur s'en aille. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'une école qui a été financée à hauteur de centaines de millions, aujourd'hui, puisse être dans ces états-là. Comme vous le constatez, nous avions rêvé d'une école performante, mais en réalité, nous sommes en train de voir une école qui est en train de dégringoler. En réalité, la politique pour laquelle l'école a été construite n'a pas du tout donné un résultat satisfaisant. Donc, on dénonce actuellement la gestion calamiteuse de la direction, et en particulier du directeur. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que ceux qui sont dans l'école, qui ont gagné leur poste, ne puissent pas jouir complètement de leurs droits. Donc, ce qui est aberrant. Pour avoir des faveurs, il faut obligatoirement aujourd'hui être du côté de la direction, c'est-à-dire être sous ses pieds, ce que nous n'acceptons pas en tant que responsable syndical. En mission à l'étranger, le directeur du centre sectoriel de la formation professionnelle au métier de la mécanique de Diamniadio promet de réagir dès son retour. Une information livrée par notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. Le collectif Aar Sunu Momel exige l'audit du secteur de l'agriculture. Pour ses membres, les milliards injectés dans l'agriculture doivent faire l'objet d'un contrôle. Ces derniers mettent en garde des lobbies qui, selon eux, tentent de les dissuader de dénoncer la mauvaise qualité des semences. Aar Sunu Momel se réjouit de l'augmentation de l'enveloppe des il se demande toutefois où passe cet argent. Chaque année, l'enveloppe destinée au secteur de l'agriculture augmente. Et pourtant, chaque année, les agriculteurs reçoivent pratiquement la même quantité. D'ailleurs, pour cette raison que le collectif demande l'audit du secteur. Plusieurs milliards sont injectés dans l'agriculture. Et pourtant, beaucoup d'agriculteurs se demandent où est passé cet argent. Demandons par conséquent un audit de la gestion de cet argent, comme c'est le cas dans d'autres secteurs d'activité. Le 17 mai, la campagne de distribution de semences n'a pas encore démarré. Le collectif demande également à l'État des mesures de distribution des semences et de l'engrais. Nous nous rappelons que l'année dernière, à Mabo, nous avons constaté que des camions étaient chargés de sacs pleins de sable. Les sacs qui pouvaient peser plus de 50 kg se retrouvaient après le tri 46, 47 ou 48 kg. Aar Sunu Momel met en garde l'État contre des personnes mal intentionnées qui tentent de saboter leur démarche de protection des agriculteurs. Immigration clandestine, l'organisation Bozafi pointe du doigt les pays d'accueil qui ne facilitent pas, selon eux, selon ses membres, l'obtention de visas. Ils appellent donc en respect du droit de voyager. Voici Salou Diouf, il est le président fondateur de l'association Bozafi. Il est au micro de Moutagakan. Parce que nous, d'abord, avec Bozafi, on ne reconnaît pas, tu vois, ces termes d'immigration clandestine, immigration régulière. L'immigration, c'est l'immigration et que les gens, ils ont le droit de voyager librement et sans danger. C'est que c'est très malheureux qu'aujourd'hui, tu vois, on nous colle des étiquettes pour un peu nous brutaliser, pour un peu nous tuer, tu vois, dans notre système de déplacement, pour que ça n'amène aucun bruit. Et aujourd'hui, bon, nous, en tant que Boza, tu vois, on est là pour porter, tu vois, le plaidoyer de toute la population africaine, pour dire que aussi nous avons le droit de voyager et que les gens, tu vois, on ne doit pas être brutalisé ou tué, tu vois, dans notre système de mouvement. Donc la chose la plus importante, c'est qu'il faut accompagner les gens pour que les gens puissent voyager librement et sans danger. Parce qu'aujourd'hui, on est tous conscients que, tu vois, avec les processus de visa, c'est vraiment inaccessible, c'est la galère, c'est l'arnaque. Et tu vois, nos autorités, ils sont en face de ça, ils sont au courant de ça. Et aujourd'hui, tu vois, ils font bouche bée par rapport à toutes ces situations. Nous aussi, on a compris, on ne va pas être complice de tout ce système. On va dévoiler un peu toute cette forme, tu vois, d'externalisation des frontières qui se passe avec l'Union européenne, avec nos États, tu vois, avec la politique, avec le système de visa et tout, pour que, tu vois, nous tous, on puisse accéder, tu vois, à ce voyage libre et sans danger.
Le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité et de proximité était à Touba pour signer une convention entre sa direction et les autorités universitaires de Touba. Seydina Omar Touré souligne l'importance de ce partenariat qui, selon lui, va contribuer à la bonne marche du complexe universitaire Cheikh Ahmadoul Khadim. Seydina Omar Touré, directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité et de proximité, est au micro de Goran Dakloum et de Baïsek. Nous sommes venus aujourd'hui à Touba dans le cadre d'une signature d'une convention avec l'université de Touba, le complexe Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Et le président de l'université nous avait exprimé son besoin de voir l'université sécurisée par l'ASP. Effectivement, cela fait partie des missions de l'ASP. Et nous irons au-delà. Au-delà de la sécurisation de cette université, nous prévoyons de transférer même la compétence. En quelque sorte, c'est de former les étudiants, même qui sont ici à l'université, à prendre en charge leur propre sécurité. En fait, l'une des missions de l'ASP, c'est de former la population à s'approprier de sa propre sécurité. Et ici, non seulement nous allons déployer l'effectif qu'il faut pour sécuriser l'université, et nous prendrons aussi les mesures pour que les étudiants puissent s'approprier de leur propre sécurité pour les prendre en compte dans le futur. Oui, les former. Nous prendrons en charge la sécurité, la garde. Vous savez, la sécurité de proximité, ce n'est pas une sécurité statique, ce n'est pas que la garde, c'est une formation, c'est un échange. Donc nous allons créer d'abord un cadre de concertation au sein de l'université qui permet de prendre en charge sa propre sécurité. Vous savez, le problème de l'Afrique, je l'ai souvent souligné, c'est que la sécurité nous a été imposée, ce qui fait que la plupart pensent que la sécurité n'est que l'affaire de l'État, alors que la sécurité c'est l'affaire de tout le monde. Donc nous, l'approche que nous allons adopter à Touba, ici à l'université en tout cas, c'est d'abord de déployer tout de suite ce qu'il faut comme effectif pour sécuriser. Ensuite, de faire contribuer les étudiants pour qu'ils comprennent eux-mêmes que cette sécurité est d'abord pour eux. C'est ça. Depuis l'arrestation de deux vendeurs de Maïga en possession de chats qui devaient servir à la cuisson, la prudence s'impose chez certains citoyens. Ils demandent aux services d'hygiène d'être plus présents sur le terrain, manger dans la rue. C'est même plus sur Destin. N'est-ce pas, Elisabeth Grastine? C'est devant un bus en réparation que nous avons rencontré cet homme. Pour lui, tant que les frontières du Sénégal resteront ouvertes, sans contrôle rigoureux, toutes sortes de viandes risquent de se retrouver dans les assiettes des Sénégalais. On va manger toutes sortes de viandes au Sénégal parce que la porte du Sénégal est très ouverte et chaque personne qui vient ici apporte sa culture et sa nourriture préférée. Donc on va tout vendre ici. C'est au gouvernement de surveiller ce qui vient dans le pays. Cet habitant de Lambaye et employé au port se montre prudent. Moi, personnellement, je n'achète pas de viande dans la rue. D'ailleurs, je n'aime pas ça. Mais tout ce que j'achète dans la rue, je l'achète avec discernement. Même pour le café Touba, je fais attention à l'endroit où je l'achète. Ce taximon à Dakar déplore quant à lui l'insouciance générale et lance un appel aux autorités de procéder à des contrôles rigoureux sur la vente de viande. La population, pour ne pas prêter attention à ça, c'est au service d'hygiène de faire le travail. Mais au Sénégal, tout a débordé. Les gens se lèvent du jour au lendemain et commencent à vendre. Et puis, la vie est chère ici. Donc, il faut que les services d'hygiène fassent quelque chose. Face à l'information persistante sur la vente de viande de chat ou de chien à Dakar, une partie de la population redouble de vigilance. Certains inspectent attentivement ce qu'ils achètent. D'autres appellent l'État et les services d'hygiène à intervenir davantage pour garantir la sécurité alimentaire. Elisabeth Grastine, parlant à présent de la célébration de la Journée internationale des musées. Le musée de la civilisation noire ouvert ses portes en public particulier. Il s'agit des enfants de la Médina. Les organisateurs estiment qu'il faut désormais inculquer les enfants, les citoyens en général, l'habitude de visiter
les musées. C'est un compte-rendu signé Amadouat et Moussadia. Le musée des civilisations noires accueille un public spécial, les enfants de la Médina. Cette visite a été rythmée par des performances de slam, de poésie et de danse asiko, toutes interprétées par les enfants eux-mêmes. Donc, on est très heureux d'être là et on est venu en force puisqu'on est venu donc avec tous les enfants de l'association. On est une 50aine et aussi avec les enfants du groupe Asiko Family Junior. Donc c'est un groupe d'asiko d'enfants qui ont entre 5 et 15 ans. Et c'est des véritables petits chanteurs et musiciens professionnels voilà, qui nous ont interprété plein de chansons d'asiko. L'objectif de cette initiative est de rapprocher les plus jeunes de leur histoire et de leur patrimoine culturel à travers les mots, les rythmes et les expositions. Leur présence est fondamentale puisque le musée ne doit pas servir justement de lieu de mémoire. Mais le musée doit être un lieu dynamique. Dynamique dans la mesure où elle doit servir de relais et de connectivité aux différentes communautés. Et aujourd'hui, ce legs-là doit être transmis aux enfants. Le fait de les réconcilier avec leur propre histoire, le fait qu'ils viennent visiter le musée avec les différentes expositions, qui peut les parler au plan pédagogique, ce qu'ils apprennent en classe, l'histoire de l'Afrique, et certaines thématiques qui les touchent en tant que des Africains et qui les rend un peu la fierté d'être Africains, d'avoir la peau noire. Cette journée a offert aux enfants l'occasion de découvrir non seulement les richesses du musée des civilisations noires, mais aussi d'explorer leur propre identité. Amadou Watt, nous parlons de sport. Donc à présent, nos Lions ont brillé dans les championnats à l'étranger, buteurs, passeurs et même champions. Un week-end bien rempli pour les joueurs sénégalais. C'est un week-end historique pour deux internationaux sénégalais qui évoluent du côté de l'Angleterre, titulaires lors de la courte victoire 1-0 de Crystal Palace sur Manchester City. En finale FA Cup d'Angleterre, Ismaïla Sarr et ses coéquipiers entrent à jamais dans l'histoire du club. Crystal Palace, qui n'avait jusque-là jamais remporté un trophée majeur depuis sa création, a inscrit désormais son nom sur la liste des équipes qui ont remporté la FA Cup. L'autre Sénégalais qui s'est brillamment illustré est Iliman Ndiaye, le milieu de terrain des Toffees, a permis à son équipe de remporter le match sur le score 2-0 contre Southampton en inscrivant 2 buts, portant ainsi à 11 son total de buts cette saison en Premier League. Avec ces 2 buts, il restera à jamais le dernier joueur à marquer dans le mythique stadium de Goodison Park, car la saison prochaine, Everton jouera dans son nouveau stade. En Espagne, Villarreal de l'international sénégalais Pape Gueye a surpris le champion en titre Barcelone lors de la 37e journée en s'imposant 3-2. Titularisé dans l'entrejeu du sous-marin jaune, le milieu sénégalais a cédé sa place à Dani Parejo en deuxième mi-temps. Avec cette victoire, Villarreal se maintient toujours à la course vers la Ligue des Champions. Rayo Vallecano de Pathé 6 a battu 2-1 Celta Vigo. Aligné en défense centrale contre Celta, Pathé Cissé pourrait jouer la saison prochaine la Ligue Europa ou la Conference League avec Rayo Vallecano qui occupe la 8e place en une journée de la fin de la saison. En Ligue 1 française, Nampalys Mendy, titulaire lors des 3 derniers matchs des 100 et or, est passeur décisif sur le premier but de son équipe. Face à ses coéquipiers en équipe nationale, Lamine Camara et Krépin Diatta, Nampalys Mendy et Lens ont battu Monaco 4-0 lors de la dernière journée de la saison 2024-2025 de la Ligue 1. Après une saison compliquée et battue 2-1 par Lille, le portier sénégalais Evan Diouf et Reims, 6e du classement général, devront affronter un match aller et retour les 21 et 29 mai. Metz, 3e de la Ligue 2 en barrage Ligue 1, Ligue 2 pour rester dans l'élite. En Italie, Lazio de Boulaïdia a obtenu un match nul important dans les ultimes minutes de jeu. Mené jusqu'à la 90e minute de jeu, Lazio va égaliser grâce à un penalty transformé par Pedro. Dans le temps additionnel, le club de Boulaïdia, 6e au classement, espère décrocher son ticket pour la Ligue des Champions lors de la 38e journée. En Coupe CAF, le défenseur sénégalais Mamadou Lamine Camara, passionnaire du RS Berkane Maroc, s'est illustré ce week-end. Le milieu de terrain de 22 ans et buteur lors de la victoire 2-0 de la phase allée de la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF contre le Simba de la Tanzanie samedi passé. C'est l'élément qui me fait à cette édition. Merci de leur suivi excellent sur le programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition. Donc pour votre émission, l'invité de la rédaction, je reçois ce soir Amakodou Diouf. Il est le président de l'ONG
À 10, nous parlerons de blanchiment de capitaux, de recouvrement des avoirs. Nous parlerons également des banques et des rapports de la Santif. À tout de suite.